Je plaide non coupable. Laurent Gbagbo devant la CPI. La crise burundaise sans solution immédiate. Nouveau scandale d'abus sexuels en RCA. L'Afrique du Sud en guerre contre le racisme. Chers téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne internationale Sahar et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Afrique 360. Comme la semaine dernière, j'ai le plaisir d'être avec vous pendant une vingtaine de minutes pour passer en revue les faits marquants de l'actualité africaine. Merci de votre fidélité. À la veille de l'ouverture du très attendu procès de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien devant la Cour pénale internationale, accusations et avocats de la défense ont promis de faire éclater la vérité sur le rôle de l'ex-président ivoirien dans les violences post-électorales. L'objectif du procès qui s'ouvrira demain est d'établir la vérité dans le strict cadre d'une procédure judiciaire. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Briser le silence. C'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Briser le silence qui entoure les événements terribles auxquels elles ont été confrontées. Le procès qui commence en ce moment suscite beaucoup d'attentes de la part des Ivoiriens. En effet, ça va faire 4 ans, sinon plus, que ça dure. Et d'abord pour l'histoire, c'est bon que tous les Ivoiriens puissent savoir ce qui s'est réellement passé. Et ce qui se passe à La Haye aujourd'hui est comme un grand pavé jeté dans cette mare de l'inconnu. Donc cela permettra de savoir ce qui s'est véritablement passé. L'ex-président est accusé d'avoir fomenté une campagne de violence afin de rester au pouvoir après l'élection perdue de novembre 2010. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État se retrouve face à la CPI. Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Et donc la lutte pour le pouvoir qui devient, je vais dire, l'occasion de décimer les populations et autres. Après 10 années au pouvoir, Laurent Gbagbo refuse en 2010 de céder sa place à l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale. S'en suivront 5 mois de violence provoquant la mort de plus de 3000 personnes et l'intervention de la force française Licorne. À Abidjan, ils sont encore nombreux à panser leur plaie. Il a reçu 9 balles à l'abdomen, il a reçu 3 à la main, il ne peut rien faire, et c'est un handicap. Il veut que M. Laurent Gbagbo, même s'ils vont les juger, moi il veut qu'il me paye. Et tout dégât qu'il m'a fait, moi il veut qu'il assume ça. Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devrait durer 3 à 4 ans. Les partisans du régime d'Alassane Ouattara, tout comme les fidèles de l'ancien président, attendaient ce procès reporté à plusieurs reprises. Un processus de justice crucial pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier après une longue décennie de crise. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a plaidé non coupable devant la Cour pénale internationale jeudi 28 janvier. En effet, son ex-chef de milice Charles Blé Goudé, lui aussi, a plaidé non coupable. Le procès est maintenant ouvert. Les autres actes inhumains ou la tentative de meurtre et la persécution commis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup.
La même question à M. Blégaudet. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. Merci beaucoup à vous. Le fils de Laurent Gbagbo croit en l'innocence de son père et espère qu'il reviendra en Côte d'Ivoire une fois acquitté. Je suis fier de l'avoir vu, je suis fier de l'avoir vu combatif, je suis fier de l'avoir vu déterminé et j'espère que les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, les Africains et les non-Africains seront satisfaits de cette justice, qu'on pourra enfin savoir du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue philosophique, du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, mais si jamais le président Laurent Gbagbo est innocent, ce que nous pensons, bon, mais qu'il revienne en Côte d'Ivoire, prendre sa place auprès des siens pour la réconciliation. Effectivement, il y a des ajustements encore qui ne sont pas encore totalement établis, et ça montre bien que finalement, cette idée de justice internationale est peut-être bonne, mais que dans son fonctionnement, il y a encore beaucoup de jeunesse, il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Hein. La défense de Laurent Gbagbo a affirmé lundi 1er février que son rival, le président Alassane Ouattara, s'était emparé du pouvoir par la force avec l'aide de la France au 3e jour du procès de l'ex-président ivoirien. Alassane Ouattara et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force et la bataille d'Abidjan est la mise en application de cette stratégie. Les communicants d'Alassane Ouattara avaient construit deux figures opposées. D'un côté le bon et de l'autre le méchant. D'un côté le démocrate et de l'autre le despote. Alors que la crise au Burundi s'aggrave, le Rwanda voisin accueille environ 75 000 réfugiés burundais. La plupart sont dans des camps, mais près de 25 000 sont dans la capitale Kigali. Face à cette crise qui dure, ces réfugiés urbains épuisent leurs économies et essayent de se reconstruire une vie. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un 3e mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc je ne pouvais pas travailler parce que surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, vous voyez, quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer de loyer parce que, vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays.
Amnesty International a publié des images vendredi qui, selon l'ONG, confirment l'existence de 5 charniers au Burundi. Ces fosses communes auraient pour but de dissimuler l'ampleur des homicides commis par les forces de sécurité au Burundi. L'ONG Amnesty International a publié cette semaine des images qui confirmeraient l'existence de charniers au nord du Burundi. De son côté, Human Rights Watch a dit recevoir quotidiennement des informations sur des meurtres. Selon l'ONG, le Burundi est l'un des principaux coupables de violations des droits de l'homme en Afrique subsaharienne. Les opposants politiques, les journalistes et les militants doivent faire face à des menaces croissantes. Le pays est en proie à une grave crise depuis que le président Nkurunziza a décidé de briguer un 3e mandat controversé. Concernant la crise au Burundi, les experts ne partagent pas toujours les mêmes avis. Voici les analyses de l'opposant burundais Charles Ndiditije et du géopoliticien belge Luc Michel. Les Nations Unies, qui malheureusement n'ont pas été du même avis, le Conseil de sécurité n'a pas été du même avis que le Conseil de paix de sécurité, devrait également, à travers le secrétaire général, nous sommes en train de lui écrire, lui demander d'appuyer matériellement, financièrement et en troupes cette décision du Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine, parce qu'il y va de la responsabilité de protéger. Au Rwanda, le drame, l'irréparable a été commis, les gens avaient crié, les gens avaient dénoncé, les gens avaient alerté, et les Nations Unies, l'Union africaine, mais rien n'a été fait. Je crois que, comme d'aucuns l'ont déjà dit, il faudrait éviter de répéter les mêmes erreurs en une vingtaine d'années. Et c'est cela que nous attendons de cette communauté. Sinon, l'histoire les jugera très sévèrement, et les Burundais y compris. Quand vous êtes dans une situation aussi critique, vous devez crier, alerter autant que vous pouvez. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'alerter, de mettre les uns les autres devant leurs responsabilités. Nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies pour lui signifier que la situation est très grave, qu'il en est au courant et que par conséquent, la seule solution qui va sauver ce pays, ce n'est pas le dialogue, parce que le dialogue ne va pas commencer d'aussitôt, même s'il commençait sans que ce génocide soit arrêté. Les gens ne vont pas y croire. Nous avons donc la responsabilité de le mettre devant ses devoirs. Nous avons le devoir de l'alerter, de l'informer, d'alerter, et c'est ce que nous faisons, et nous espérons que nous serons entendus. C'est tout ce que nous avons comme arme politique. Sinon, si rien n'est fait, je crois que c'est la voie de la violence qui va prendre le dessus, et cela, on ne le souhaite pas. Mais les gens ne vont pas, me semble-t-il, accepter de se laisser tuer, de tomber comme des mouches chaque jour qui passe. Si la communauté nationale nous lâche, je crois que c'est au peuple burundais de se lever et de se protéger. L'Union africaine, elle ne fait que lire un discours qui a été écrit par l'Union européenne à Bruxelles. Et l'Union européenne, elle ne fait que lire elle-même un autre discours qui a été écrit par Obama et le State Department lorsqu'en août 2014, lors du sommet USA-African Leader, le président américain a décidé que 15 à 20 chefs d'État africains devaient partir, dont Nkurunziza. Nkurunziza, qui n'est pas un vieux politicien accroché au pouvoir, il faut arrêter avec ça, parce qu'on a fait un grand fourre-tout, Obama, avec les chefs d'État africains. Nkurunziza, c'est un chef d'État jeune, qui en est maintenant à son 2e mandat élu. Ceux qui prétendent le 3e n'ont pas lu la Constitution. À la fin des accords d'Arusha, son 1er mandat n'est pas un mandat électif. Il a été désigné par ces accords. Il a derrière lui un parti moderne. Il a des gens jeunes et modernes, comme les frères Niyamidze notamment, le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Il a une grande série de partis au Burundi derrière lui. Nkurunziza, on va quand même le rappeler, ça sera ma conclusion, pour dénoncer l'immonde culot des Américains, des Belges
qui ont organisé le génocide dans les têtes des Hutus et des Tutsis pendant tout le mandat colonial et pendant les 20 années qui ont suivi, pour dénoncer le culot des Français qui sont responsables très probablement de l'autre génocide, celui du Rwanda. Eh bien, tous ces gens, évidemment, donnent aujourd'hui des leçons au Burundi, disent qu'il y a un risque de génocide. Ce sont les responsables des génocides à partir de la fin des années 60. Il faut quand même rappeler l'histoire tragique du Burundi et du Rwanda parce qu'elle est indissociable. Il n'y a pas eu que le génocide des années 94 et suivantes. Il y en a eu combien dans les années 60, dans les années 70? Il est temps que tout ça s'arrête. C'est ce qu'ont compris les citoyens du Burundi. Je leur offre avec toute ma sympathie, avec tout mon soutien, et je leur dis franchement, vous n'êtes plus seuls. L'ONU a dénoncé un nouveau scandale d'abus sexuels par des soldats étrangers en Centrafrique. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, plusieurs enfants et adolescents ont affirmé avoir été abusés et exploités sexuellement par des soldats participant à la mission européenne EUFOR RCA ou à la mission française Sangaris en Centrafrique. Plusieurs viols sur mineurs auraient été commis en 2014 par des soldats étrangers, appartenant notamment à l'EUFOR, la force européenne déployée en Centrafrique il y a 2 ans. C'est ce que révèle une nouvelle enquête des Nations Unies. Les crimes présumés ont eu lieu principalement en 2014, mais n'ont été découverts que ces dernières semaines. Une équipe de l'ONU en Centrafrique a interviewé plusieurs filles ayant déclaré avoir été abusées sexuellement ou exploitées par des soldats étrangers. Selon 4 de ces filles, leurs agresseurs appartenaient à des contingents opérant au sein de la force de l'UE, EUFOR. 2 des filles interrogées affirment avoir été violées par des soldats de l'EUFOR et les 2 autres filles affirment avoir été payées en échange de relations sexuelles avec d'autres soldats de l'EUFOR. Si les nationalités de certains soldats restent incertaines, 3 des filles ont déclaré penser que leurs agresseurs appartenaient au contingent géorgien de l'EUFOR. Les 4 filles étaient âgées de 14 à 16 ans au moment des faits. Le personnel des Nations Unies pour les droits de l'homme en Centrafrique ont également interrogé une fille et un garçon âgés respectivement de 7 et 9 ans lorsqu'ils avaient été abusés, selon eux, par les troupes françaises Sangaris en 2014. Des accusations prises très au sérieux par les autorités géorgiennes. Si ces crimes sont avérés, alors ces individus qui ont insulté le nom et la réputation de l'armée géorgienne seront tenus pour responsables. Un frère et une sœur âgés de 9 et 7 ans auraient aussi affirmé aux enquêteurs avoir été abusés sexuellement à plusieurs reprises par des soldats français en échange d'eau et de biscuits. Réagissant aux allégations, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a demandé à la justice française de se saisir de l'affaire. Le porte-parole des Nations Unies s'est, lui, dit très alarmé par ces accusations qui font suite à plusieurs scandales d'abus sexuels par des soldats étrangers en Centrafrique, impliquant notamment des membres de la force française Sangaris. Le contingent d'environ 1600 soldats a été déployé en Centrafrique fin 2013 afin de rétablir l'ordre dans le pays en proie à des tensions religieuses. Mais en avril 2015, le journal britannique The Guardian citait un rapport de l'ONU qui voyait 14 soldats français accusés d'avoir commis des abus sexuels sur mineurs entre 2013 et 2014. On avait alors reproché aux Nations Unies d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Le camp de réfugiés Mpoko à Bangui, dans la capitale centrafricaine, accueille environ 5000 enfants. Dans une école temporaire construite par l'UNICEF, ils peuvent poursuivre leur cursus scolaire, mais les enseignants essaient aussi de faire de la prévention face au recrutement des groupes armés. Dans un site se retrouve à Obo, à chaque fois qu'ils observent quelqu'un qui est mort à coups de fusil ou bien avec les armes blanches, ça les traumatise. Donc ce qui fait que
en déplaçant chez eux là-bas au quartier pour se retrouver ici sur le site, ils sont vraiment bouleversés. Et c'est à nous maintenant les enseignants pour les amener à retrouver la paix intérieurement et moralement. Ma maison aussi était calcinée complètement dans le quartier Bazanga là-bas, ce qui fait que je me suis aussi retrouvée ici sur le site et on m'a recrutée. Même le sol. Donc vraiment, la guerre n'est pas bien dans un pays. Dans un pays. La guerre n'est pas bien pour un pays. C'est mieux plus de vivre en paix dans un... Nous voulons que ces enfants-là, quand bien même qu'ils sont sur le site, il faut qu'ils savent lire, écrire et compter. Et s'ils sortent du site ici, ils peuvent aller regagner leur école classique et continuer les cours. S'agissant des élections en Centrafrique, le premier tour des législatives a été annulé à cause de nombreuses irrégularités par la Cour constitutionnelle, qui a confirmé l'affrontement au second tour de la présidentielle de deux anciens premiers ministres centrafricains, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. La Cour constitutionnelle, dans sa décision elle-même, a dit pour certaines circonscriptions, les élections se sont bien passées, mais elle estimait que le taux, n'est-ce pas, était si bas qu'il était judicieux de reprendre toutes les élections législatives afin de garantir la paix et la cohésion sociale. Le problème de décalage des numéros des candidats, des photos des candidats qui se contredisent sur les bulletins. Ce sont autant de problèmes que nous avons connus nous-mêmes, nous en avons déjà parlé aux législatives, qui ne se sont pas rencontrés dans le cadre des présidentielles. Évidemment, reprendre tout le scrutin législatif a un impact financier, comme je l'ai dit, nous travaillons déjà pour l'évaluer. Toujours est-il que nous nous étions préparés à organiser un second tour et des partiels, je l'ai déjà annoncé. Du coup, nous allons juste réadapter notre organisation pour reprendre le premier tour des élections. Vingt ans après la fin de l'apartheid, les communautés blanches et noires d'Afrique du Sud forment une démocratie multiculturelle. Mais des inégalités flagrantes persistent toujours. 20 ans après la fin de l'apartheid, les communautés noires et blanches d'Afrique du Sud forment une démocratie multiculturelle. Mais criminalité et inégalités flagrantes persistent. Environ 50 homicides ont lieu chaque jour, en majorité dans les townships noirs. Les fermiers blancs et les quartiers blancs sont, eux, la cible de cambriolages violents. Et le revenu moyen d'un foyer blanc est 6 fois supérieur à celui d'un foyer noir. Le système éducatif est aussi miné par les inégalités. Les établissements privés dispensent un enseignement haut de gamme que la majorité noire n'a pas les moyens de s'offrir, tandis que l'école publique pâtit d'une mauvaise formation des enseignants, d'un manque de moyens et de classes surchargées. Cette situation aggrave un chômage massif qui touche officiellement 25% de la population active, mais qui est en réalité bien plus élevé. Malgré son statut de puissance économique émergente, l'Afrique du Sud est confrontée à une croissance atone et à une monnaie faible. Et d'autres problèmes pèsent sur le pays. La violence familiale et sexuelle. Plus d'un homme sur 4 reconnaît avoir commis un viol, l'un des taux les plus élevés au monde. Le sida. Plus de 6 millions de Sud-Africains vivent avec le VIH. Le chef du principal parti d'opposition en Afrique du Sud ne tolère plus le racisme au sein de sa formation politique. Il a annoncé la mise en place d'une charte qui obligera ses membres à lutter contre ce fléau. Selon lui, l'Afrique du Sud est en effet déchirée par un regain de tension raciale. Pour le principal parti d'opposition sud-africain, un seul mot d'ordre face à la haine, l'intransigeance. Je ne tolérerai pas de racisme dans le parti que je dirige. Et c'est pour cela que je vais bientôt mettre en place un pacte anti-raciste que tous les nouveaux membres devront signer.
Une charte pour lutter contre les discriminations, tout un symbole pour l'Alliance démocratique, longtemps considérée comme un parti de blancs en Afrique du Sud. Premier noir élu à la tête de la formation il y a un an, Moussa Maïman veut changer cette image qui colle au parti. Car ces dernières semaines, des propos racistes et haineux ont émergé sur les réseaux sociaux sud-africains. Parmi les plus scandaleux, ceux de Penny Sparrow, agente immobilière et membre du DA. Sur Facebook et Twitter, elle compare les Noirs à des singes. Immédiatement condamnées par l'Alliance démocratique, ces insultes ont provoqué une vague d'émoi et d'indignation chez les Sud-Africains, mais témoignent des divisions raciales encore profondes dans le pays. Il est clair qu'il y a une minuscule minorité de personnes dans notre pays qui veulent encore séparer, cliver la société et qui idolâtrent les gens de l'apartheid. Ces gens vivent dans le passé. Une nation qui peine à se défaire de ses démons 22 ans après la fin de l'apartheid. En 2000, 72% des Sud-Africains estimaient que les relations raciales s'amélioraient. Il n'était plus que 39% 2 ans plus tard. Le parti au pouvoir s'est dit favorable à une législation pour criminaliser le racisme, mais il faudra sans doute plus qu'un cadre juridique pour que la réconciliation nationale devienne une réalité. Chers téléspectateurs, c'est la fin d'une nouvelle édition de l'émission hebdomadaire Afrique 360. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous propose de nous faire part de vos points de vue et de vos suggestions qui nous sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram à l'adresse suivante, afrique360.ir. Merci et à la semaine prochaine.